Bonjour et bienvenue au Verbomoteur. Ici Simon Lessard en compagnie de nos 3 chroniqueurs du magazine Le Verbe cette semaine. Antoine Malenfant. Allô. Benjamin Boivin. Salut Simon. Et Laurence Gonin-Tremblay. Bonjour. Pour briser la glace cette semaine, une question à l'approche du temps de Noël. Quelle relation entretenez-vous avec les cadeaux de Noël? Antoine? Complexe, difficile. La quantité d'enfants à la maison vraiment complexifie l'opération. Il faut trouver de quoi faire plaisir à tout le monde. On ne donne pas juste une orange à chacun? Non, mais ça s'en vient. En fait, les oranges sont tellement chers, c'est mieux de leur acheter des Legos puis des Playmobil, je pense. Benjamin? Moi, je trouve ça assez facile d'en recevoir, mais j'aime beaucoup moins en donner. Ah oui, moi, c'est exactement l'inverse. Je sais, les gens disent ça souvent. Non, mais moi, c'est vrai. C'est bien. La différence, c'est qu'il y en a un qui a une arme puis l'autre qui n'en a pas. Bon. Je dirais pas lequel. OK. Laurence, ton rapport au cadeau? Tu entres dans mes problèmes psychologiques, là, Simon, là, mais autant en recevoir qu'en donner, c'est difficile pour moi. Là. En recevoir, parce que là, la personne me témoigne son amour, ça me gêne. Puis en donner, je témoigne mon amour, ça me gêne. Puis fait que c'est un moment gênant là, pour moi, là, où j'assume pas. J'ai de la difficulté à me laisser aimer, c'est ça que je veux dire. Moi, je pense qu'on devrait laisser tomber la programmation d'aujourd'hui puis se pencher là-dessus. C'est ma thérapie. Je pourrais vous en parler de de la long matière, quand même. C'est une très bonne suggestion, Antoine, mais non. Durant la prochaine demi-heure, nous allons plutôt discuter de sujets encore plus farfelus, en fait, des lutins farceurs de Noël qui envahissent de plus en plus les écoles et les maisons du pays. Avons-nous vraiment besoin des lutins pour réenchanter Noël? Nous reviendrons aussi sur le dernier voyage du pape François en Corse, où il a fait la promotion d'une saine laïcité et de la religiosité populaire. Mais tout d'abord, on commence cette émission avec la démission qui a défrayé toutes les manchettes ces derniers jours. La démission soudaine de la ministre canadienne des Finances, Chrystia Freeland, affaiblit grandement le gouvernement libéral de Justin Trudeau. Benjamin Boivin, quelle raison Mme Freeland a-t-elle invoquée pour claquer la porte? Oui, Mme Freeland elle a publié une lettre dans les quelques heures après l'annonce de sa démission, une lettre qui était adressée au premier ministre Justin Trudeau, dans laquelle elle explique finalement les raisons. Il semble qu'il y ait d'abord une détérioration de la relation entre elle et le premier ministre. On sait qu'au Canada, en fait, le ministre des Finances, c'est presque comme un vice-président aux États-Unis. C'est traditionnellement la fonction la plus importante du gouvernement et c'est traditionnellement une fonction qui est exercée par quelqu'un qui a la confiance du premier ministre et souvent pendant plusieurs années. Mais Mme Freeland a exercé cette fonction-là et plusieurs autres fonctions très importantes dans le gouvernement, notamment ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que dans la lettre, on apprend finalement que M. Trudeau avait l'intention de mettre fin au mandat de Mme Freeland comme ministre des Finances à la suite de cette perte de confiance et de la remplacer par un autre, Mark Carney, qui était l'ancien gouverneur de la Banque du Canada et puis de la Banque d'Angleterre. Et cette annonce-là, finalement, elle devait suivre la lecture de la mise à jour budgétaire de ce lundi, qui contenait des dispositions budgétaires avec lesquelles Mme Freeland n'était pas nécessairement en accord. Comme le congé de TPS pendant 2 mois, par exemple, sur certains produits et services. Le chèque de 250$ envoyé au... C'est ça. Et là, Mme Freeland dit, là, dans le contexte avec Donald Trump, qui des menaces, dont tarifaires sur le Canada, c'est irresponsable, il faudrait mettre de l'argent de côté. Est-ce que ça te semble sérieux comme objection de la part de Mme Freeland? Essentiellement, ce que Mme Freeland dit, c'est qu'elle pense que le gouvernement manque de prudence en adoptant des politiques comme ça qui sont électoralistes, qui visent à faire des cadeaux en argent aux électeurs quelque temps avant les élections qui sont attendues soit ce printemps, soit l'automne prochain, et que c'est un manque de prudence qui est grave dans un contexte, comme tu l'expliquais, où il y a des menaces tarifaires. M. Trump menace le Canada d'imposer des tarifs douaniers de 25 %. C'est des tarifs qui pourraient avoir un impact très important sur l'économie canadienne. Et puis, Mme Freeland, elle dit, moi, je ne peux pas, en mon âme et conscience, comme ministre des Finances, adopter des politiques électoralistes comme celle-là, alors qu'il y a, de l'autre côté, une menace tarifaire importante qui devrait nous rendre suffisamment inquiets pour mettre de l'argent à côté plutôt que de dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Maintenant, Mme Freeland, elle est ministre des Finances du Canada depuis plusieurs années maintenant. C'est pas la première mesure électoraliste qu'on voit avec ce gouvernement-là auquel elle collabore. Il n'y a pas un saut qualitatif majeur entre cette mesure-là et les précédentes. Je veux dire, le gouvernement de Justin Trudeau, depuis son arrivée au pouvoir, fait chaque année des déficits importants. On se souviendra, en 2015, M. Trudeau disait pour rétablir un peu la santé des programmes gouvernementaux, on va faire 3 déficits modérés dans les premières années du gouvernement, puis par la suite, on va revenir à l'équilibre budgétaire. Finalement, c'est une explosion de la dette nationale qui est extrêmement importante depuis son arrivée au pouvoir. Il y a évidemment la COVID
en 2019, 2020, 2021 qui est venu complexifier les affaires. Mais bon, depuis plusieurs années, Mme Freeland, chaque année, présente un budget déficitaire et elle ne semble pas en avoir de cas de conscience particulier. Et là, tout d'un coup, alors que la situation du gouvernement fédéral canadien est un peu moins favorable, que le premier ministre est assez impopulaire, qu'il y a des discussions, que probablement il va probablement finir par démissionner ou du moins à rester jusqu'aux prochaines élections pour les perdre, Mme Freeland, là, ben, elle se dissocie de lui, elle se distancie de lui. Et ça peut donner l'impression que même si les arguments qu'elle donne au sujet de la prudence budgétaire sont de soi bons, il y a peut-être des intentions différentes finalement ou complémentaires à celles qu'elle a exprimées publiquement qui sont derrière sa décision. Quelles pourraient être ses autres motivations, disons, plus personnelles et qui ne viseraient pas simplement le bien commun des Canadiens et Canadiennes? Depuis le tout début, Mme Freeland est pressentie comme une successeur potentielle à M. Trudeau. Elle a exercé, comme je l'ai dit, des fonctions très importantes. Elle a été de tous les coups, finalement, depuis le début de ce gouvernement-là. La négociation avec Trump dans son premier La mandat, négociation avec Trump, couronnée de succès, c'est ça. La renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain, qui a changé de nom par la suite. Elle a été mise en place, en fait, à ce rôle-là des affaires étrangères à la suite de Stéphane Dion, au moment où Trump arrivait au pouvoir aux États-Unis. L'idée, c'était qu'elle était la bonne personne pour finalement négocier avec lui. Trump, d'ailleurs, s'est réjoui d'une manière presque burlesque sur les réseaux sociaux de l'annonce de son départ. Donc, finalement, il y a la perception que Mme Freeland est une personne qui a la crédibilité pour exercer le pouvoir. Et donc, forcément, lorsqu'elle choisit de se dissocier de M. Trudeau dans un contexte aussi tendu, aussi difficile, le jour même où l'annonce de la mise à jour budgétaire devait être faite, ça donne l'impression qu'elle se crée de l'espace par rapport à lui pour lui succéder éventuellement lorsque sa fortune pâlira définitivement. Est-ce que Mme Freeland, selon toi, se représenterait carrément là, aux prochaines élections ou elle laisserait, disons, passer une vague conservatrice pour revenir plus tard? Bien, il est très difficile de savoir ce qu'il va faire. Et d'ailleurs, ce que j'ai dit, moi, c'est mon impression et c'est l'analyse de plusieurs dans les médias, mais personne ne sait finalement quelles sont ses intentions. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle demeure une députée du Parti libéral. Elle a participé au caucus cette semaine. Elle a été accueillie, semble-t-il, par Innovation Debout à l'occasion du caucus. Et elle a l'intention de continuer son travail de députée. Donc, il est probable, en effet, qu'elle soit de la partie pour les années à venir. J'ai peut-être manqué un bout, là, mais elle était supposée se faire tasser pour se faire remplacer par Mark Carney. Ouais. Pourquoi c'est Dominique Leblanc qui a pris sa place, finalement? Ben, peut-être que M. Carney, qui vit dans une situation assez confortable, finalement, comme ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, et qui a assisté à cette scène tout à fait burlesque et ridicule, a décidé que c'était peut-être pas le meilleur moment pour lui d'entrer en scène. Et Dominique Leblanc, qui est un ami personnel de Justin Trudeau depuis leur jeunesse, qui a finalement mangé toutes les claques pour lui comme ministre de tous les problèmes là, depuis plusieurs années, ben, Justin Trudeau lui a dit « Ah, ben, est-ce que tu veux me démerder dans cette situation-là? » Et il a accepté de le faire. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il ne sera peut-être pas ministre des Finances pendant très longtemps, soit que son mandat va être arrêté par une défaite électorale, soit peut-être qu'il sera remplacé par un autre avec un meilleur futur peut-être. Puisqu'Antoine aime beaucoup les quiz, là, je vous en propose un. Combien de mois ou de semaines vous donnez au gouvernement Trudeau encore? Moi, je pense que M. Trudeau va probablement perdre les prochaines élections qui auront lieu à la suite d'une défaite au budget ce printemps. Ce serait ma prédiction. Je ne crois pas qu'il a l'intention de quitter. Et je pense que ce printemps, le nouveau Parti démocratique va sentir la nécessité de créer de la distance, un peu comme Mme Freeland vient de le faire avec M. Trudeau. Et le Bloc ne pourrait pas décider de s'unir aux conservateurs avant ça, c'est-à-dire dès le retour des fêtes, en janvier, par exemple? Ils sont déjà dans cette posture-là, mais ils ne sont pas suffisants en nombre combiné pour faire tomber le gouvernement. C'est le NPD qui manque à l'appel. Exactement. Donc, ça prend une union des 3 partis d'opposition pour renverser? Ouais. Le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau est relativement fort. Une grosse minorité. Mais pourquoi Justin Trudeau s'accroche? Moi, c'est ça la question que je me pose. Parce que moi, vite de même, j'aurais tendance à penser qu'il va remettre sa démission, qu'il va faire quelque chose. Oui, c'est ça. Parce que là, je veux dire, pour son futur à lui, il perd la face de plus en plus. Donc, s'il prenait acte d'humilité, il se retirait. Il aurait comme un gambler qui dit « je vais me refaire », peut-être? Ben, il y aurait peut-être plus de chances de se refaire. De fait, traditionnellement, en politique canadienne et québécoise, c'est ce qu'on voit. Là, lorsque le premier ministre voit que la prochaine échéance électorale est difficile, il dit « bon, ben, je vais démissionner, laisser quelqu'un d'autre gouverner pendant quelques mois et perdre les élections ». Pour des raisons qui sont variées, on assiste de moins en moins à ça. M. Harper a choisi d'aller jusqu'au bout en 2015 alors qu'il était presque assuré de perdre. M. Charest, en 2012, a été jusqu'au bout alors qu'il était presque assuré de perdre au Québec. C'est un contexte différent, mais tout de même. Il y a peut-être une perte de cette prudence politique, finalement, chez les dirigeants qui les amènerait à être capables de voir que le moment est venu. Et je pense que M. Trudeau a aussi beaucoup envie de croiser le fer avec Pierre Poilievre, qui le déteste et qui est détesté par lui.
On verra ce qui arrivera à ce gouvernement dans les prochains jours, semaines, mois. Ça pourra aller très vite, on ne sait De jamais. fait. Benjamin Boivin, chef de pupitre au magazine Le Verbe, merci beaucoup. Bienvenue. Le 15 décembre dernier, le pape François a fait une visite éclair dans la ville d'Ajaccio, en Corse, pour conclure un colloque sur la religiosité populaire. Antoine Malenfant, pourquoi le pape a-t-il préféré se rendre en Corse là, plutôt qu'à Paris pour l'ouverture de la cathédrale Notre-Dame? C'est un peu étonnant, non? Oui, c'est vraiment un pied de Est-ce qu'il nez. n'a pas été invité, c'est ça la raison? Non, il a vraiment été invité depuis longtemps. Oui. On savait qu'il était invité. Contrairement à Donald Trump, qui a eu son invitation plus tardivement, et on comprend pourquoi. Il a quand même volé le show en masse. Eh oui, comme un champion. Je reviens à la question. Pourquoi le pape a choisi la Corse plutôt que Je Notre-Dame? pense que si Donald Trump avait pu tasser l'archevêque de Paris pour célébrer la messe à sa place, il l'aurait fait. Il y a sûrement pensé. En tout cas, bon, c'est un autre débat. Plusieurs raisons, Simon. La première, c'est, tu l'as dit, il y avait un colloque sur la religiosité, sur la piété populaire. Des colloques théologiques, il y en a partout, tout le monde, toutes les semaines. Oui, mais pourquoi celui-là en particulier? Et pourquoi il a décidé de répondre positivement à l'invitation à ce colloque-là? Ça s'inscrit vraiment D'ailleurs, la dernière encyclique du pape était sur la piété populaire, hein, Dilexit Nos, ça parlait de la dévotion au Sacré-Cœur et de l'importance de ces rites-là dans la vie de foi. Donc, ça ne sort pas de nulle part, d'un point de vue, mettons, théologique ou Dans ses pastoral. priorités pastorales. Tout à fait. D'un point de vue politique, là, c'est croustillant. Moi, j'ai sorti mon popcorn. Il a été invité, de fait, à la réouverture de Notre-Dame 5 ans après l'incendie terrible de 2019. Pourquoi il a décliné? Il y a eu plusieurs analyses qui ont été faites là-dessus, mais ce qui est assez probable, c'est que c'était le show, entre guillemets, du président Macron. Qui, j'exagère à peine, là, a vécu une espèce de sacre de Napoléon bis, là, 220 ans plus tard. C'était son heure de gloire. Alors, le pape aurait été comme l'invité du président de la République. Dans sa propre demeure. On pourrait Dans l'église, dans la cathédrale de Notre-Dame. Il aurait pu en profiter pour faire une homélie béton qui remet les Sortir puissants de les ce monde à vendeurs leur du place. temple. C'est vrai. À la C'est vrai. place, il en a profité pour faire le même jour un consistoire pour la création de nouveaux cardinaux à Rome, obligeant les cardinaux à se présenter à Rome. Pour être sûr, peut-être que ces cardinaux n'avaient pas fréquenté les puissants de ce monde à Notre-Dame. Bien, ça, c'est vraiment la signature François. Le contraste entre les deux événements, entre les deux lieux aussi. Hein, la Corse, c'est quand même en périphérie. Ce n'est pas sur la France continentale. Même si c'est un département qui fait partie de la République, c'est pas Paris, hein, clairement. À Paris, il y avait toutes les têtes couronnées dans Notre-Dame qui étaient présentes lors de l'événement, ou presque On a même toutes. vu Là. Elon Musk, on a vu la famille royale d'Angleterre. Tout à fait. C'est intéressant, c'est la famille royale, parce que même le roi ne s'est pas présenté. Bon, il y avait toutes sortes de raisons, peut-être de santé ou, disons, des prétextes, là, mais de se présenter là en étant... et tous ces gens-là savaient très bien qu'ils seraient éclipsés, évidemment, par le roi Macron, mais aussi par la célébrité du jour, qui était Donald Trump, bien plus que... savez-vous le nom de l'archevêque de Paris, vous? Ah, on passe à une autre question. Non, mais c'est intéressant, tu sais. Alors, c'est ça. Le pape François, il est habitué il nous a habitués, en tout cas, dans ces années de pontificat, à faire ce genre de pied de nez-là. C'en est presque drôle, mais ça parle de soi-même. Il y a un message là-dedans qu'il faut savoir Privilégier saisir. les périphéries. Oui, le pape a un souci, un cœur très ouvert. Il a visité la Mongolie il y a quelques années. Il y a combien de catholiques en Mongolie? Ça se compte sur les doigts des mains, je pense. Et pourtant, il tenait à aller là pour montrer que le message de l'Évangile, il est pour tout le monde, même ceux qui sont loin de ces centres-là du pouvoir. Antoine, revenons à la raison principale pourquoi le pape s'est rendu en Corse. En tout cas, la raison officielle, c'était pour le colloque sur la religiosité populaire. Qu'est-ce que le pape avait à nous dire sur la religiosité ou la piété populaire? Souvent, on peut penser « Ah, c'est des bondieuseries, c'est des superstitions, tout ça », puis avoir un regard un peu condescendant là-dessus. Oui, puis à raison, en tout cas, à juste titre, dans une certaine mesure, là, c'est important de voir bien les écueils de ce type de religiosité-là. Ça peut devenir, c'est vrai, des bondieuseries ou même, on peut magnifier le moyen, là, comme la dévotion aux saints locaux ou certaines pratiques de piété qui peuvent même venir éclipser l'objet de la foi, c'est-à-dire Dieu. Là. Alors ça, il faut se méfier de ça. Cela dit, bien souvent, et dans l'histoire, et dans bien des lieux, et dans bien des cœurs, j'oserais dire,
ces pratiques-là de piété populaire, on parle de procession, de lampions, de toutes sortes de pratiques culturelles, neuvaines, etc., sont des moyens de se rapprocher de Dieu. Et ça, le pape est venu souligner ça à grand Ajusté à toutes les classes sociales aussi. Tout à fait, tout à fait. Je disais, je crois, l'archevêque d'Ajaccio qui disait, ben quand il y a une procession dans la rue, il n'y a plus de classe sociale. Tout le monde marche ensemble, tout le monde chante le même chant et on retrouve une égalité devant Dieu. Une vraie égalité, tout à fait. Et je pense que le pape et toute l'Église a avantage à ne pas regarder ce type de pratique-là de haut, comme tu le disais bien, Simon, mais d'abord à se laisser infuser par ça. Et d'ailleurs, il y a plein de pratiques de piété populaire qui ont fini par s'institutionnaliser ou à être intégrées de manière très heureuse par l'Église. Un certain retour là, dans certaines églises, dans certains milieux de l'Église, à certaines formes de piété populaire qui avaient été un peu mises de côté. Là. On pourrait discuter à savoir si le chapelet est une forme de piété populaire ou non, les processions, les bannières, tout ça. Mais en tout cas, dans certains milieux catholiques, c'est des choses qui reviennent à la mode après avoir été mis de côté pendant un certain nombre de décennies dans la deuxième moitié du 20e siècle. C'est peut-être tout le mystère de l'incarnation propre au christianisme où cette incarnation-là implique aussi de s'incarner dans chaque culture locale, de s'incarner dans le quotidien des gens et non simplement dans des idées théologiques ou des liturgies universalistes. C'est ça, c'est tout l'équilibre qu'il faut maintenir entre la foi et la raison, ou en tout cas une foi qui est vécue de manière plus sentimentale parfois, et évidemment qui doit s'appuyer aussi sur un cadre rationnel qui se tient. Là. Donc, tout ça doit être mis en relation et de manière équilibrée, et l'institution y veille. Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Simon. La magie de Noël est dans l'air, en plus des lumières, des sapins, de la musique et des Pères Noël dans les centres d'achat. On retrouve de plus en plus dans les écoles et maisons du pays des lutins farceurs qui s'activeraient à l'insu des enfants durant la nuit. Notre question de discussion choisie par Laurence Godin-Tremblay cette semaine, avons-nous besoin des lutins pour réenchanter Noël? Laurence, je te pose la question, mais je me doute de ta réponse. Alors, je suis contre les lutins pour deux arguments. Ad primum, premier argument, je suis contre, surtout si c'est présenté comme si c'était vrai. Hein? Parce que moi, j'ai pas... qu'on raconte des histoires, là, bon, même à la limite, le Père Noël, qu'on joue un peu le théâtre avec les enfants. Là, moi, mon fils, il en a écrit une lettre au Père Noël avec ses grands-parents, puis je me suis pas scandalisée, mais je lui dis, le Père Noël, c'est faux, ça n'existe pas, puis il va dire la bonne nouvelle à tous ses amis de la garderie. Non, mais quand tu vas au cinéma avec ton fils, est-ce que tu fais l'effort conscient de dire à ton fils ce qu'on a vu dans le film, là, ça n'existe pas? Moana n'existe pas. Ça dépend si tout le monde autour de lui essaie de le convaincre que c'est vrai dans la réalité. Ça dépend. Par exemple, Hercule, on a le petit livre là, de Hercule là, de Walt Disney. Là. Bon, ben, il y a des dieux là-dedans. Là. Puis ça peut amener une certaine confusion. Donc là, oui, je prends la peine des fois de lui dire, mais tu sais que ces dieux-là, c'est de la mythologie. Donc, c'est le mensonge que tu n'aimes pas Alors, là-dedans? Il y a une partie que c'est le mensonge si c'est présenté comme vrai. Là. Moi, je connais des gens, là, leur enfant à 8-9 ans, ils pensent encore que les lutins farceurs, c'est vrai. Là. Moi, je trouve ça particulier, disons. D'accord avec toi, Laurence, puis notons ça quelque part, là, je suis d'accord avec toi, c'est un grand jour. Comment que ça arrive une fois de temps en temps. Mais, c'est là que ça se corse, là, pour reprendre ton bon jeu de mots que tu as fait à la pause tantôt. Je pense qu'il faut tenir compte de ce désir-là, puis la question de Simon Soumier, de réenchanter Noël. Ben, si ces lutins-là apparaissent... Ah, OK, c'était ton deuxième point. Si ces lutins-là apparaissent, si le Père Noël prend tant de place et qu'on a envie de cette magie-là, de que Noël, ça ne soit pas juste des bébelles puis des centres d'achat. Ben là arrive mon ad secundum, la raison pour laquelle je suis contre. C'est que effectivement, moi, je suis la première à dire « enchantons notre monde ennuyant, un matérialisme, métro, boulot, dodo, comme s'il n'y avait rien, comme s'il n'y avait pas de réflexion profonde sur l'amour, la mort. Mettons du majestueux dans nos vies, du transcendant. Mais c'est pas une bonne histoire. Alors là, je fais ma Jonathan Pajot. Est-ce que le lutin, c'est transcendant? Je tombe dans le symbolisme, là, mais je dirais que du point de vue du sens, ce n'est pas intéressant. Puis je trouve qu'on tourne beaucoup... quand on veut mettre du merveilleux là, pour les enfants, dans les films aussi, on tombe beaucoup dans le cabotinage, les blagues, là, les lutins qui font des farces pendant qu'on fait dodo. Mais un enfant, là, ça ne veut pas juste des cadeaux du Père Noël, des farces,
ça a de la peine des fois. Moi, je veux dire, mes parents se sont séparés quand j'avais 4 ans. Autre partie de mon drame psychologique que je vous révèle ici. Mais un enfant... C'est pour ça que tu as de la misère avec les cadeaux. Oui, c'est ça. Tout est lié. Et les lutins et C'est le tout Père est lié. Noël. Tout est lié, mais... Il y a quelque chose de brisé chez toi, là, on dirait. Mais continue. Le péché. Mais finalement, c'est de dire, finalement, les enfants, ils ont besoin d'un monde qui enchante, qui est profond. Mais ça, c'est pas du n'importe quoi. Là. Il suffit pas que je dise à ma fille, regarde, les licornes roses flash existent. Ou regarde, le lutin a renversé le pot de farine. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est le merveilleux dans le fond? Beaucoup de bruit pour rien. Qu'est-ce que c'est Alors enchanter réellement le monde? Ironiquement, Noël, c'est déjà merveilleux. Si on relit la vraie histoire de la naissance de Jésus, je veux dire, c'est déjà une naissance, une conception miraculeuse. Il y a des anges qui apparaissent dans le ciel, qui chantent le gloire à Dieu. Il y a des rois mages venus d'Orient qui lui apportent des présents. Une étoile dans une le ciel étoile qui les guide. Les pauvres miraculeuse bergers aussi. qui sont touchés Donc, par la nouvelle en Des premier. prophéties ensuite. Déjà, en le France. récit chrétien est plein de merveilleux. Et là, on l'a complètement évacué de Noël, puis on remplace, comme tu dis, par des lutins et des Pères Noël. C'est très pauvre. Mais c'est ça, au mieux, cette histoire-là de Père Noël puis de lutin, là, c'est la version diète, la version édulcorée, là, la version la plus minable et pathétique de l'enchantement de Noël qu'on puisse imaginer. Et la version originale, comme tu le dis, puis là, tu parles du récit biblique, mais la notion essentielle de l'incarnation de Dieu en une personne, un homme, à un moment dans l'histoire de l'humanité pour le salut du monde, c'est une histoire qui est beaucoup plus époustouflante et beaucoup plus difficile à croire d'une certaine manière lorsqu'on essaie de la regarder sous le rapport de l'enchantement que ces sottises de lutin de Noël qui foutent le bordel dans la cuisine. En plus d'encourager les enfants dans leur propension au chaos, qui est déjà largement... Oui, mais Moi, à mon avis. la meilleure Bon. raison de ne pas faire les lutins, c'est que c'est le parent qui ramasse après, non? Le parent qui fout le Ça- bordel, puis le parent qui le ramasse. Moi, ensuite. ça me suffit comme Le- raison de ne pas aller là. Non? peut-être le seul set contra, là, la seule chose que je peux dire en faveur des lutins, là, mais ça se joue un petit peu dans ce que vous avez dit, c'est qu'il reste que je sens, et là je compatis, là, comme Jésus, là, j'ai beaucoup de compassion, mais je sens une certaine pauvreté justement spirituelle. Là. Moi, je me souviens, par exemple, d'avoir assisté à un faux baptême, là, c'est-à-dire des gens qui voulaient signifier la venue à l'existence de leur enfant, mais qui n'avaient aucun système de croyance, De aucune sens. religion, aucun sens. Donc, ils ont fait leur petit baptême maison. Et ça me fait penser un peu au lutin, au sens où c'est la version diète. Ça fait un peu C'est ça. pitié. On a c'est- tous joué dans ce film-là au niveau des funérailles aussi, qui sont... Puis ça, c'est gênant. Les funérailles, oui, c'est ça, qui sont comme semi-encadrés puis spontanés. Là. Allez-y, dites quelque chose sur le défunt, puis là, le monde ne sont pas préparés. L'an passé, j'étais responsable d'un groupe d'ados, puis j'ai été surpris parce qu'ils sont allés passer la guignolée dans les rues, qui est plus une œuvre de charité concrète, puis sont revenus enthousiastes complètement de cette expérience-là, alors que j'aurais pensé, ah, c'était plate, il faisait froid, ça donne quoi de faire ça? Et je me demande aussi si c'est pas une manière de, bon, peut-être pas de réenchanter Noël, mais de redonner du sens, en tout cas à Noël, que d'aller poser des actes et des œuvres de miséricorde concrètes à Noël, redécouvrir le sens de la charité qui est aussi au cœur du message chrétien, Ça, c'est magique. en famille, avec les enfants, les ados. Mais d'ailleurs, il y a plusieurs films qui parlent du miracle de Noël et qui portent un message de réconciliation ou d'attention portée à un pauvre ou à quelqu'un dans la famille qui était exclu. Et ça, il y a un miracle moral, il y a un vrai miracle moral à Noël qui peut se passer dans nos foyers. Et les enfants ne sont pas dupes de ça. Là. Ils vont Pas être besoin d'être une sensibles. grenouille de bénitier pour ça. Pantoute, ils vont être sensibles à cette vraie magie-là de Noël qui peut arriver, qu'on soit croyant ou non. Et je pense que, bon, il y a une parole dans la Bible qui dit « L'Esprit Saint souffle où il veut ». Là. Et je pense qu'à Noël, il y a vraiment un temps de grâce, même pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, même pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Puis, pour l'avoir expérimenté moi-même, je me souviens, là, à 12 ans, je ne sais pas pourquoi, je m'étais fait comme, tu sais, les Monsieur Sandwich, là, quand tu fais des panneaux des deux bords, j'avais écrit « Joyeux Noël », puis j'étais allée au centre d'achat pour souhaiter la Joyeux Noël à tout le monde, mais j'étais pas cet enfant-là, là. Vous comprenez? C'était vraiment En tout cas, étrange. certainement pas cet adulte. Je ne suis pas cet adulte-là. Je n'étais pas cet enfant-là, mais je ne sais pas pourquoi j'étais prise d'un zèle. Aujourd'hui, je vais dire bonjour à tout le monde et leur souhaiter Joyeux Noël. Et c'est vraiment un moment qui a marqué ma vie de joie, de communion. Là, les gens, comment ne pas être content qu'une enfant de 12 ans se promène avec un Monsieur Sandwich écrit Joyeux Noël. Et je pense que cette grâce-là, les gens la sentent confusément. Là. Je pense que les gens sentent qu'il y a quelque chose de la paix qui est donnée, de la communion, mais on la cherche un peu aveuglément. Là. Alors, comment on va réenchanter Noël cette année? Qu'est-ce qu'on fait? On va à la messe, même si on est plus ou moins croyant. On met une crèche dans sa maison.
Avez-vous des suggestions? On relit l'Évangile de Luc ou de Matthieu où on a le récit de la naissance de Jésus. Avez-vous d'autres idées? Regardez-moi pas. Moi, j'aime beaucoup les crèches vivantes, là, c'est-à-dire pour les enfants, là, je trouve que des fois aussi de vivre le Noël dans les yeux de nos propres enfants, c'est intéressant. Puis quand on met des personnages vivants, là, il y a quelque chose de frappant pour les enfants. Là. Marie, un Joseph véritable là, qui se promène avec un petit bébé. D'ailleurs, j'ai entendu dire entre les arbres, les branches, que Ben allait faire Joseph cette année. Oh, oui, ça, c'est un miracle de Noël. C'est absolument certain. Si tu n'étais pas cet enfant avec le monsieur Sandwich, moi, je ne suis pas cet adulte, et pourtant... Mais son enfant est possible. Comment cela se fera-t-il? C'est moi qui ai le bébé qui a l'âge et le sexe qui convient. La mienne est un peu trop vieille. Alors, écrivez-nous pour nous dire comment vous pensez qu'on peut réenchanter ou comment vous prévoyez enchanter Noël cette année. Il suffit de nous écrire à verbomoteur @le-verbe.com. Antoine Malenfant, comme suggestion culturelle cette semaine, il y a Geneviève Rioux qui a déjà fait la couverture du magazine Le Verbe qui vient de publier son 2e livre. Oui, c'est une couverture formidable en janvier 2023. Ça fait déjà 2 ans pile qu'on avait fait ça. Je l'avais rencontré, une rencontre formidable. Cet automne, elle est sortie, même pas morte, chez Stanké. C'est bouleversant. C'est comme un témoignage? C'est une fiction. Okay? Elle raconte ce qui est arrivé à une jeune femme qui lui ressemble étrangement. Un roman à clé ou une autofiction. Oui, c'est ça. C'est assez autofiction, là, mais qui a vécu un épisode de violence très, très grave et qui vit une sorte de réparation, en tout cas, qui essaie de trouver la justice là-dedans. C'est très dur, sachez-le, mais il y a de la lumière quand même au bout de ça. Donc, c'est même pas morte par Geneviève Rioux aux éditions Stanké, donc tout récemment publié en 2024. Merci, Antoine. On se laisse cette semaine sur une reprise du classique de Noël, je pense que ça date de 2020, le Noël de Charlie Brown, qui a été repris par le multi-instrumentiste américain Andrew Bird. Antoine, c'est un petit bijou, cette pièce. Oui. Et tout l'album là, qui s'appelle Hark est très bon aussi. J'invite les gens à aller voir ça. On le trouve sur YouTube aussi, mais sur toutes les plateformes. Pour écouter, commenter, partager cette émission, rendez-vous sur la page YouTube du Verbe Média. Merci à Barthélémy Rieu à la technique. C'était Simon Lessard à l'animation. Avec toute l'équipe des Verbomoteurs, je vous souhaite un très joyeux Noël.